Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu. 2024 est donc une année électorale avec même 2 rendez-vous électoraux pour le prix d'un. Le 9 juin, des élections fédérales, régionales et européennes et 4 mois plus tard, le 13 octobre, des élections communales. Alors quels sont les enjeux de ces 2 rendez-vous? La Belgique risque-t-elle de devenir ingouvernable? Pourquoi les ténors de la politique choisissent-ils de se présenter à un niveau de pouvoir plutôt qu'à un autre? Qui a le plus de chances de devenir le prochain ministre-président de la région bruxelloise et quelles sont les communes où la compétition sera la plus féroce? Ce sont les questions que nous allons nous poser ce soir. Voilà, et pour répondre, 2 invités, Nicolas De Decker, bonjour, vous êtes journaliste politique au Vif l'Express, on vous lit toutes les semaines dans cet hebdomadaire. Pascal Delhuit, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles et comme chaque soir, avant de vous donner la parole, une vidéo, elle date de ce matin, l'annonce par le juge Michel Claes de son entrée en politique, il sera donc candidat pour le parti Défi à la Chambre, propos tenus au siège de Défi où se trouvaient Marie-Noëlle Dinan et Yannick Van Gansbeek. Considère comme absolument incroyable qu'on aille chercher dans la poche des gens et des citoyens, qu'on aille chercher dans leur poche l'argent qui manque pour maintenir notre équilibre social. Alors que, pendant ce temps-là, les organisations criminelles fonctionnent et fonctionnent très très bien. Il y a l'argent qui coule, l'argent qui part et l'argent qu'on ne récupère pas. Arrivé à la fin de mon mandat de juge d'instruction, il m'a paru normal de continuer ce que j'avais finalement lancé quand j'étais déjà magistrat, et de tenter de faire quelque chose pour la société. Mon engagement, il est avant tout de nature humaniste. Je crois profondément en l'équilibre social et j'y tiens profondément. Et je pense qu'il est en danger. Alors, Michel Claes, magistrat spécialisé dans la criminalité en col blanc, hein, l'enquête sur le Qatargate par exemple, c'est lui, mais il y a eu d'autres enquêtes avant. C'est une belle prise pour Défi, Nicolas De Decker. Une observation et une question par rapport à cette arrivée. L'observation, d'abord, je pense que vous le savez Fabrice, c'est que la rumeur courait depuis bien longtemps. Hein. J'ai regardé dans mes archives pour l'occasion des conversations qu'on peut avoir avec de multiples personnes. Et déjà en mars-avril, ça circulait. Alors, je confesse mon manque de rigueur sur la durée. C'est mon camarade Adrien de Marnève de la Libre qui a révélé l'information il y a quelques jours, donc bravo à lui. Ça, c'est l'observation, ce n'est pas une surprise. Et puis la question, c'est sur le niveau de pouvoir auquel il se présente. Il va se présenter sur les listes fédérales de Défi comme 3e candidat. Défi a pour l'instant au fédéral 2 élus. C'est-à-dire que c'est une place de combat et que ça lève des incertitudes sur la durée de son engagement politique, puisque s'il n'est pas élu, on se demande ce qu'il va faire. À mon avis, il eût été plus cohérent, en tout cas pour Défi, si l'idée est justement de l'engager pour longtemps, de le faire disputer le scrutin régional où il y a plus de sièges à distribuer. Alors à côté de ça, il y a une cohérence, il y a une logique entre ce que M. Claes a dit, notamment lors de cette interview, son métier, hein, son ancien métier, et les compétences du niveau de pouvoir fédéral, puisque c'est le niveau de pouvoir fédéral qui s'occupe de fiscalité. Mais sur la stratégie politique, j'ai quelques doutes. Fiscalité et justice aussi au niveau fédéral. On aurait pu imaginer aussi qu'il soit dans les 2 premières places au niveau fédéral, mais ce n'est pas nous qui faisons les listes. Pascal Delhuit, d'abord, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que c'est une place de combat qui est difficile à gagner, ce 3e siège pour Défi aux législatives dans l'arrondissement de Bruxelles? Oui, c'est une place de combat et difficile à gagner. L'enjeu pour Défi, c'est plutôt de conserver son 2e siège que d'éventuellement gagner le 3e. Il y a des sondages relativement récents qui ne donnaient qu'un siège à Défi aux élections fédérales. Alors bien sûr, ce ne sont que des sondages, il faut être prudent. Mais on ne voit pas ce parti en dynamique à la conquête du 3e siège. Ouais, l'intérêt pour les partis d'annoncer ce genre de candidature issue de la société civile, hein, on peut parler aussi d'Elisabeth De Graes qui sera tête de liste à la Chambre pour les engager, Estelle Keulemans qui passe du syndicalisme à la politique au niveau européen. Ce sont vraiment des candidatures qui amènent des électeurs, donc des voix supplémentaires, ou c'est plutôt un enjeu d'image? Je dirais que c'est plutôt un enjeu d'image. Le nombre de personnalités qui amènent des voix eux-mêmes est quand même relativement limité, mais ça concourt à une image et donc ça concourt éventuellement à conserver un électorat ou à toucher un électorat qu'on ne touchait pas beaucoup auparavant. Ouais, je rappelle les résultats à la Chambre en 2019. 2 sièges pour Défi et pour le PTB, 3 pour le PS et le MR, 4 pour Écolo, 1 siège pour le CDH qui est maintenant les engagés. Ça peut beaucoup bouger, il y aura un siège de plus à attribuer en 2024. Ça peut beaucoup bouger cette distribution en sièges en région bruxelloise? Oui, ça peut beaucoup bouger à la lumière du fait qu'il y a un 16e siège, à la lumière du fait que le siège des engagés est un siège fragile, à la lumière du fait aussi
qu'on ne sait pas qui sera premier et il n'est pas sûr que le premier aura 4 sièges comme en 2019. Ouais, on va élargir un petit peu notre vision de cette élection fédérale. L'enjeu principal au niveau de la Belgique, Nicolas De Decker, pour vous c'est quoi? C'est de voir si la NVA ou le Vlaams Belang seront le premier parti flamand, de voir si la Vivaldi peut se maintenir, si la Belgique reste gouvernable, si on peut déjà au soir des élections envisager des coalitions possibles? Je pense, moi, en tout cas la première chose que je regarderai, c'est d'additionner les voix de la NVA et du Vlaams Belang. Surtout d'ailleurs si le Vlaams Belang est premier en Flandre, pour voir si ensemble ils sont capables de forcer une majorité au niveau flamand pour commencer évidemment, parce que j'ai l'impression que c'est de ça que découlera tout le reste. Alors il y a des dynamiques qui sont pour partie convergentes, mais aussi pour partie divergentes ou solitaires, autonomes, peut-être même à Bruxelles d'ailleurs, en Wallonie, en Fédération Wallonie-Bruxelles, etc. Mais moi, la première chose que je regarderai, c'est ça. Donc ça se joue côté néerlandophone en grande partie? Je ne dis pas si ça se joue en grande partie. Je pense que globalement, l'enjeu civique, si on peut se le dire, de cette élection, c'est quand même aussi ça, et ça concerne là tous les Belges. Ouais, c'est une des interrogations que vous partagez, Pascal Deluitte? Oui, bien sûr, l'attention sur la Flandre sera une attention importante. Après, pour moi, le premier enjeu, c'est est-ce qu'on aura une dynamique centrifuge, comme en 2019, et de fragmentation, ou au contraire une dynamique centripète, c'est-à-dire un regroupement de l'électorat sur les grands partis de centre-gauche et de centre-droit, parce que ça, c'est l'enjeu fondamental pour la facilité ou la difficulté à former une coalition fédérale. Donc centrifuge, c'est le vote protestataire qui profite, par exemple, au PTB, au Vlaams Belang, pour prendre les deux extrêmes. Est-ce que les sondages à 6 mois des élections sont réellement indicatifs, Pascal Deluite, ou est-ce que ce sont des choses qu'on doit prendre avec philosophie et distance? Avec grande philosophie, grande distance. Ils sont utiles. Mon point n'est pas de dire que les sondages sont mal faits et inutiles, pas du tout, mais ils ne sont pas prédictifs du résultat parce qu'il y a plein de dynamiques qui se mettent en place et que ces dynamiques vont amener à des mouvements du corps électoral. Ouais, on aura toutes les listes de tous les partis à quel moment, Nicolas Decker? Est-ce que vous avez déjà votre casting qui est déjà prêt? Vous attendez de cocher, voir si vous avez eu raison? Fabrice, je m'étonne que vous posiez la question parce qu'on a mis en ligne avec le Vif Express un tableau qui répertorie toutes les candidatures déclarées sur toutes les listes. Mais elles ne sont pas toutes déclarées aujourd'hui encore. Celles qui sont déclarées, celles qui sont pronostiquées. Potentielles. Et puis on va les remplir petit à petit. Donc allez sur le site leviflexpress.be, levif.be. Fabrice, je suis très surpris. Alors on va enchaîner sur la question suivante parce qu'on va parler de la région. Et là, il y a encore peut-être quelques inconnus à la région. On va vous redonner la parole dans un instant, Nicolas De Decker. On va d'abord entendre 2 têtes de liste qui sont déjà désignées donc, pour les élections régionales de juin prochain. Ce sont 2 élus fédéraux qui se sont découverts des accents très bruxellois. L'enjeu, c'est la région. Donc nous, comme parti de la majorité au niveau du gouvernement bruxellois, mais aussi comme membre de la Vivaldi au niveau fédéral, nous savons à quel point l'enjeu bruxellois est central. On connaît les défis démographiques, les défis de l'interculturalité, de la politique de l'emploi, du développement économique. Tout ça, ce sont des choses qui nécessitent l'engagement le plus total du PS bruxellois et qui, mieux que le président du PS bruxellois, pour incarner ce combat et cette priorité que nous souhaitons donner. Moi, comme ministre fédéral, à la table du gouvernement, j'ai parfois été très fâchée de la place qu'on donne à Bruxelles. On l'a vu dans le plan de relance, dans le fonds de transition européen. Il y a parfois des accords et des alliances objectives de la région flamande et de la région wallonne qui se font sur le dos de Bruxelles. Je pense qu'il est temps d'affirmer Bruxelles comme une ville-région, comme la capitale de la Belgique et pas comme l'appendice de la Flandre et de la Wallonie. C'est pour ça aussi que je m'engage. Pascal Deluite, on vient d'entendre Ahmed Laouej, chef de groupe à la Chambre, donc niveau fédéral, Zaka Katabi, ministre du Climat, niveau fédéral, tous les deux qui font le choix ou dont le parti demande à ce qu'ils emmènent les listes à la région. Est-ce que c'est confusant pour les électeurs et pourquoi est-ce qu'ils le font ? Alors, c'est clair que ça n'aide pas à comprendre le fédéralisme belge. Quand vous avez une ministre fédérale qui devient tête de liste à la région, le chef de groupe à la région qui devient deuxième au fédéral, une ministre fédérale qui devient deuxième à la région, enfin, évidemment, pour l'électeur, ça contribue à une faible compréhension du niveau institutionnel. Mais voilà, c'est comme ça. Et puis, pourquoi ils le font ? Parce qu'il y a un enjeu très fort sur la région de Bruxelles-Capitale autour de la majorité, d'une part, c'est-à-dire quels partis seront présents dans la majorité, et d'autre part, autour de la figure du ministre-président, puisque, a priori, de manière quasiment sûre, ce sera plus Rudy Vervoort. Donc, il y a une inconnue sur la figure du ou de la ministre-présidente de la région. Est-ce que le parti qui arrive en pole position, en tout cas du côté francophone, au soir des élections régionales, a
une longueur d'avance, voire l'assurance d'avoir la ministre-présidente. C'est comme ça que ça va se jouer? Alors, il a une C'est pour longueur... ça que PS et Écolo mettent des grosses cartouches dans ce scrutin? Oui, il a une longueur d'avance, mais ayons en tête que ça ne garantit pas à ce parti d'avoir la ministre-présidence et ça ne lui garantit pas non plus qu'il sera dans la majorité. C'est-à-dire, traditionnellement, il peut entamer des négociations. Mais c'est lui qui a la main pour commencer à négocier. Oui, mais si d'autres partenaires estiment que tout compte fait, on peut se passer de ce parti, ce qui est déjà arrivé, on s'en passera. Mais c'est quand même un avantage. C'est un avantage. Ouais. Alors, je me retourne, comme promis, vers Nicolas Ledecker. On a donc la tête de liste PS, c'est Ahmed Laouedj. On sait que c'est Karine Lallion, numéro 2. On a la tête de liste Écolo, c'est Zakia Khattabi. On sait que ce sera Alain Marron en numéro 2. On a peut-être la tête de liste du mouvement réformateur, ça devrait être David Lester. On n'a pas le numéro 2 pour la liste du mouvement réformateur. Elle est importante, cette deuxième place pour le mouvement réformateur? Pour le mouvement réformateur, qui est pronostiqué par le vif? Vous me prenez de court là. Mais j'ai quelque chose d'autre à dire avant ça, Fabrice. C'est que pour le mouvement réformateur, Bruxelles, l'élection régionale bruxelloise est importante à 2 titres. Elle est importante comme sujet bruxellois pour les mandataires bruxellois du mouvement réformateur, pour les régionaux de Bruxelles, mais aussi au niveau national où, pour le MR national, Bruxelles est un objet de combat politique. Les Wallons du MR parlent beaucoup de Bruxelles, alors que les Bruxellois du MR ne parlent pas beaucoup de la Wallonie. Et donc, il y a ce double enjeu spécifique, plus spécifique que dans les autres partis. Au MR, on parle de Bruxelles au niveau national et on vit Bruxelles, on vit à Bruxelles au niveau régional. Ouais, on est avec la région bruxelloise où le mouvement réformateur n'est plus dans des coalitions depuis plus de 15 ans, depuis Hervé Insquin. Ça fait partie de leur argumentaire de dire si ça va si mal à Bruxelles. Je vous posais cette question de la deuxième place sur la liste régionale parce qu'on sent bien qu'il faut mettre des personnalités qui parlent aux différents électorats bruxellois. Est-ce que c'est ça le problème du mouvement réformateur à Bruxelles? Je crois savoir qu'il de parler l'électorat du nord de la ville? Autour notamment d'Adja Labib, qui a une préférence comme ministre fédérale sortante et nouvelle en politique pour la liste fédérale, et à l'inverse, une possible nécessité, utilité pour le parti d'avoir une figure issue de l'immigration haut placée sur ces listes. Et là, c'est vraiment l'enjeu du Bruxelles comme sujet politique. Ouais. Est-ce qu'il y a des partis qui choisissent délibérément de mettre leur accent, leur priorité à la région et d'autres délibérément à la Chambre? Est-ce qu'on peut avoir des stratégies qui ne sont pas les mêmes, Pascal Deloïtte? Ah oui, on peut avoir des stratégies qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire la grande figure libérale à Bruxelles, c'est Sophie Wilmès. On la met comme tête de liste fédérale. Très clairement, je dirais, la liste fédérale du MR, a priori, sera plus consistante en personnalité que la liste régionale. En revanche, on le voit, au Parti socialiste, on a mis la focale sur le niveau régional, avec 2 personnalités très fortes pour conduire la liste régionale. Et on a encore plus d'inconnus, sur la liste fédérale. Et Écolo a fait le même choix, c'est-à-dire une liste régionale plus consistante, en essayant de faire barrage à, je dirais, la candidature de ministre-président d'Ahmed Laouedj et en mettant Zakia Khattabi tête de liste. Ouais. Ça va se jouer entre qui? La prochaine ministre-présidence à la région bruxelloise. Quand on regarde les sondages, on sait que la marge d'erreur, elle est importante dans les sondages à Bruxelles. On a le sentiment que les 4 partis sont plus... Enfin, 4 partis. Le PS, Écolo, le MR et même le PTB seraient en position d'arriver en première position. Je pense qu'on peut quand même raisonnablement supposer que le PTB ne sera pas de la prochaine majorité bruxelloise. Donc, ça se jouera probablement entre les 3 partis. Et au sein des 3 partis, il y a aussi des petites incertitudes, pour parler du MR par exemple, où on discute de la possibilité que David Lester, qui est le président de la fédération, soit tête de liste. Bon, ça me semble plus ou moins évident, mais s'il est potentiellement dépassé, si c'est Adja Labib deuxième et qu'elle fait plus de voix, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, il y a énormément de questions, Fabrice, et puis énormément de niveaux de réflexion, de niveaux d'incertitude. C'est une arborescence qui me semble fort compliquée à dénouer. On ne peut pas faire de pronostic. Je sais que le professeur de sciences politiques ne fait pas de pronostic, mais sur les éventuels candidats à la ministre-présidence? Les éventuels candidats, on les Ahmed connaît. Laouedj est candidat, Ahmed Laouedj, Zakia Khattabi est candidat, David Lester est candidat. C'est les 3 candidats principaux, clairement. Ouais. Et lequel des 3 a le plus de chance selon le professeur Deloïtte? Ça va se prononcer aujourd'hui? Non. Ça va dépendre de quoi? C'est vraiment celui qui est en pole position ou c'est plus subtil que ça? Je dirais que de ces 3-là, c'est clair que dans ces 3 partis, le premier parti aura clairement la main et vraisemblablement la possibilité d'avoir une ministre-présidente. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la majorité qu'on va former à Bruxelles va affecter les majorités qu'on va fixer aux élections communales 4 mois plus tard. Et donc, dans la réflexion,
il y aura aussi la réflexion, quels sont les partenaires qu'on veut dans les communes et donc quel impact ça a sur la confection de la majorité régionale. Il ne faut pas oublier cet aspect-là. Il ne faut pas oublier un deuxième aspect, c'est l'impact du résultat du PTB sur la confection de la majorité. Alors, on parlait des communes, on va justement consacrer encore quelques minutes à parler de ces communes. On ne va pas avoir le temps de passer les 19 communes en revue, évidemment. Ovi, vous pointeriez quels enjeux principaux, Nicolas Decker? En fait, il découle de ce dont on vient de parler, c'est-à-dire de ce qui va se passer en juin et dans les semaines et mois qui suivront le 9 juin aux différents échelons concernés, le régional et le fédéral. Il y a une dynamique qui est enclenchée, spécialement d'ailleurs en région bruxelloise, sur le décumul, par exemple. Mais du résultat de juin dépendra la décision personnelle de beaucoup de candidats et donc d'élus. Et donc vraiment, on est vraiment dans un niveau supplémentaire d'arborescence, par exemple. Entre un poste à la région, un mandat de député régional ou le majorat de Kuckelberg. David Lester est à Boisfort, je pense qu'il pourra rapidement choisir. Par exemple, Karine Lallieu à Bruxelles-Ville, pourquoi ne pas se dire, tiens, je fais un beau score, je vais postuler à un poste ministériel quelque part, je fais un beau score, mais mes horizons sont bouchés, est-ce que je vais me rabattre sur la commune? Il y a tellement d'inconnus déjà de base pour juin, qu'en plus, se poser la question d'octobre est vraiment vertigineux pour moi, mais j'ai des capacités de raisonnement limitées. Oui, vous êtes un petit peu modeste. Pascal Deluit, les communes qu'il faut suivre avec beaucoup d'attention. Ouais, je dirais qu'un des enjeux, c'est justement ça, c'est que dans les 4 très grosses communes de la région, ou les 5 très grosses communes de la région, 3 sont vraiment avec des inconnus, Molenbeek, Anderlecht, Schaerbeek. On a vraiment beaucoup d'interrogations sur ce qui pourra sortir du scrutin, ce qui pourra sortir de la majorité. Donc ça, c'est déjà important. Deuxième élément, me semble-t-il, en tout cas c'est un des enjeux pour l'élection, à mon avis, c'est le redressement potentiel du MR. On se rappelle que le résultat était très mauvais en 2018. Il n'y a plus que 2 bourgmestres et maires. Donc il y a un enjeu très fort pour le parti de se redresser aux élections communales et de reconquérir éventuellement l'un ou l'autre majorat. Ouais. Schaerbeek, ce sera plus ouvert qu'on aurait pu le penser. Molenbeek, Anderlecht. À mon avis, ces 3 communes sont très ouvertes quant au résultat et quant à la majorité potentielle. On a mis hurlement en plus. Mais... Oui. Parce que, je veux dire, ce qu'on avait retenu de 2018, c'était ce qu'on avait appelé la vague verte, c'est-à-dire de bons résultats pour écolo dans les communes plus bourgeoises. Et je veux dire, à eux qu'ils étaient en position de renverser le majorat. Ils ont fait le choix d'aller avec Boris Didier et le MR, mais je pense que cette commune-là est aussi symboliquement intéressante, mais je vois qu'il dit non, donc Je pense qu'il y a moins d'inconnus sur le majorat à Uccle qu'il n'y en a dans les 3 autres communes. Ouais. Mais donc il y a le tour d'après, voilà, quel tour des négociations. Est-ce que vous voyez le PTB monter dans une majorité communale en région bruxelloise? Est-ce que ça va être un des enjeux? À Bruxelles, c'est possible, mais c'est surtout prévu pour la Wallonie. Ouais. Donc, au niveau régional et a fortiori fédéral, c'est hors de question, c'est déjà plus ou moins. Mais dans des communes en région liégeoise ou Carolon, par exemple. La priorité, si j'ai bien compris, des discussions en interne, il y a eu des congrès, il y a eu un congrès où on a abordé ça notamment, c'est de se dire on va aller chercher dans les banlieues rouges, Charleroi, autour de Charleroi ou à Charleroi même, et à Liège, surtout autour, une ou deux majorités, une ou deux coalitions. Est-ce qu'il y a des communes rouges où le PTB peut jouer un rôle en région bruxelloise, Pascal Deluit? Oui, le PTB a quand même l'ambition, et ça a été débattu à son congrès, d'être dans une majorité régionale dans une majorité communale à Bruxelles, et donc en pointe clairement Molenbeek, mais ce n'est pas la seule commune où il est très fort. Il est aussi très fort à Anderlecht et il est aussi très fort à Saint-Gilles. Donc, en particulier, pour le PTB, suivent ces 3 communes, je crois. Ouais. Et il y a des personnalités qui peuvent s'imposer dans une élection communale, parce qu'on sait que le PTB est très fort avec une image de parti. On vote pour l'étiquette PTB, on peut aussi voter pour des personnalités PTB. Il y a des personnalités qui commencent à émerger dans ce parti? Il y en a moins que, par exemple, dans l'arrondissement de Liège, à Liège et à Serein et à Herstal, mais néanmoins, il y a une section qui est très forte, quelques personnalités du parti qui sont assez importantes à Molenbeek. Donc, avec Dirk de Block, par exemple. Dirk de Block en particulier. Ouais. Comment on s'organise pour suivre une année électorale avec cette double échéance, rebondissement, Nicolas Decker? Vous avez déjà posé vos congés, c'est une petite blague, mais est-ce que ça veut dire qu'on se prépare à un long marathon? Évidemment, Fabrice, surtout dans des équipes resserrées comme la nôtre et peut-être aussi la vôtre à BX1.
point, on sait déjà, c'est un petit détail de ressources humaines, mais qui est important, c'est que les congés sont interdits pour le 9 juin. Donc le jour de l'élection, on essaie dans 6 mois, mais on a déjà reçu des mails pour dire, surtout ceux qui s'occupent de politique, c'est assez évident, ça va de soi, mais même les autres, donc on aura besoin de renfort caisse. Donc ça crée un peu d'emplois aussi, je veux dire, mais des emplois indépendants de Il y a l'élection le 9 juin, il y a ensuite les négociations qui vont démarrer, elles vont durer un certain temps. Ça veut dire que vous avez du travail assuré jusqu'à la fin de l'année minimum. Je ne me tracasse pas pour chercher des idées. Vous savez, quand on travaille dans un hebdomadaire, au moins chaque semaine, on doit trouver l'idée qui va se distinguer des autres. Et bien, je sais déjà que cette année, je pourrais laisser reposer mon esprit. En tout cas, je serai surtout réactif, plutôt que prédictif. Pascal Deluitte, le fait qu'il y ait une élection après l'autre, les communales qui arriveront donc après ce scrutin de juin, est-ce que ça va peser sur les négociations, notamment à la région bruxelloise, mais aussi au niveau fédéral? Est-ce qu'on peut se dire, puisqu'on sera déjà un petit peu en pré-campagne pour les communales, ça ne va pas simplifier les négociations ou au contraire, ça va les simplifier? Alors je dirais, au niveau régional, ça va peser électoralement et politiquement. C'est clair qu'il y aura une réflexion sur la majorité régionale et les majorités dans les communes, et en particulier dans les grandes communes. Et au niveau fédéral, c'est clair que ça va peser, parce qu'au niveau fédéral et régional flamand, entre autres, vous avez quand même un acteur fondamental, Bart De Wever, bourgmestre de la principale commune de Belgique, 500 000 habitants, Anvers. Et donc, Bart De Wever sera à la fois négociateur et candidat à sa succession à Anvers le 13 octobre. Et donc, ça c'est clair, c'est un élément qui va peser. J'essaie de décoder, ça veut dire qu'il ne sera peut-être pas très enclin à faire des concessions aux francophones. Il ne sera pas très enclin à faire beaucoup de concessions. Il sera occupé, comme d'ailleurs Paul Magnette, le bourgmestre de la principale ville de Wallonie. Ni d'ailleurs à rompre, le cas échéant, trop vite avec le Vlaams Belang. Moi, j'ai parlé il y a quelques jours avec un député de la NVA qui me garantissait que Bart De Wever ne nouerait pas une alliance, même au niveau flamand, avant les communales. Donc, qui ferait en sorte de faire durer ça jusqu'à la fin de l'année 2024. Donc, la négociation régionale flamande, simplement pour s'assurer que ça ne démolit pas ses perspectives de campagne électorale communale à Anvers. C'est pas rien, compte tenu du fait que d'habitude, les gouvernements régionaux se font plus vite que le fédéral. Ce raisonnement, il s'appliquera aussi à la région bruxelloise. On peut penser qu'à la région bruxelloise, ça pourrait aller vite. Traditionnellement, ça va assez vite. On a un gouvernement pour le 21 juillet. Ça me paraît quand même compliqué d'attendre octobre pour la région bruxelloise. Un gouvernement pour le 21 juillet à Bruxelles? C'est tout à fait possible. Nicolas De Decker? Ça arrive souvent plus tôt que dans les autres niveaux de pouvoir et même que dans les autres régions. Merci Nicolas De Decker, journaliste politique pour Le Vif, Pascal Deluitte, professeur à l'ULB. Merci à tous les deux. Demain, on reparlera encore de politique. On verra pourquoi certains élus décident de ne pas se représenter, mettre un terme à leur carrière. On discutera avec Arnaud Verstraat de Groen et Céline Frémaux des Engagés. Ils ont des conseils pour ceux qui vont leur succéder. Et puis demain matin, notre matinale, on recevra notamment Vincent Doolf. Continuez à bien vous informer et à demain.